Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito aborde 3 sujets aussi distincts que passionnants. D'abord, il sera question de nos perceptions de l'anorexie à travers les recherches d'une étudiante en service social. Ensuite, un étudiant en philosophie soulignera les liens entre science et religion à travers l'œuvre de Whitehead. Enfin, nous terminerons avec les courriers du cœur analysés par une étudiante en sociologie comme témoin des changements des normes sociales québécoises. Les personnes souffrant d'anorexie sont-elles stigmatisées, victimes de stéréotypes? Si oui, de quelle manière se manifestent-ils? Ces stéréotypes influencent-ils nos comportements à l'égard des anorexiques et de leur entourage? Voilà quelques questions que Judith Petitpas posa à des étudiants de l'Université Laval dans le cadre de ses recherches. Mon nom est Judith Petitpas. Je suis étudiante à la maîtrise en service social à l'École de service social de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Mes recherches portent sur la stigmatisation des personnes qui vivent un trouble alimentaire de type anorexie. Je veux savoir, dans le fond, si ces personnes-là qui vivent de l'anorexie et leurs familles sont victimes de stigmatisation. Alors, j'ai choisi ce sujet de recherche-là du fait que je suis intervenante en troubles des conduites alimentaires dans un organisme communautaire et j'entendais beaucoup les gens dire qu'ils recevaient beaucoup de commentaires de la part de leur entourage, des commentaires maladroits ou des commentaires dévalorisants à l'égard du fait qu'ils vivent de l'anorexie. Alors, ça me préoccupait de savoir quelle était notre représentation sociale de l'anorexie. Alors, l'anorexie, on en donne plusieurs définitions. L'anorexie, c'est un trouble de santé mentale qui est encore peu connu. Donc, ce qu'on en dit, c'est que l'anorexie, ça a plusieurs critères diagnostiques. Alors, pour diagnostiquer un trouble anorexique, il faut que la personne ait une peur obsessionnelle, vraiment extrêmement grande de prendre du poids ou de maintenir son poids à un niveau normal, disons. Il faut qu'il y ait aussi une perception altérée de son corps. Donc, la personne va en général se percevoir grosse alors que dans la réalité, elle est assez maigre, voire très maigre aussi. Alors, l'idée de m'intéresser spécifiquement à l'anorexie ou aux troubles alimentaires vient du fait qu'il y a quelques années, j'étais agente de recherche pour une commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations, ici à Québec. Je faisais beaucoup de recherches en santé et en services sociaux et je trouvais ça intéressant, mais j'avais besoin vraiment d'un côté plus pratique, d'un côté plus contact avec les gens. Alors, c'est ce qui m'a intéressée, c'est ce qui m'a amené à me dire, bien, comme j'ai le volet très théorique ou très réflexif là, de la recherche, je vais essayer d'aller faire quelque chose de plus pratique. Et c'est là que, bien, justement, au carrefour là, de 3 de mes passions, société, santé et alimentation, bien, je me suis dit, tiens, je vais essayer voir si les troubles alimentaires seraient intéressants. Et puis, vraiment, je suis tombée en amour avec cette problématique-là, mais aussi les gens qui la vivent, qui sont vraiment des gens extrêmement intéressants, extrêmement vivants et dynamiques. Donc, l'idée m'est venue de m'intéresser à ça dans le cadre de ma pratique, alors que j'entendais beaucoup de personnes qui vivent un trouble anorexie me dire qu'ils recevaient des commentaires assez désagréables et assez dévalorisants, du type « bien, arrête de faire ta capricieuse » ou bien « mange puis ça va se régler ». Alors moi, ça m'a questionné aussi de savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'on se représente que c'est l'anorexie dans notre société? Alors, je suis partie de cette question de recherche-là, cette curiosité-là, pour, dans le fond, connaître 3 éléments. D'abord, connaître les attitudes de la population à l'égard des gens qui vivent un trouble anorexique. Ensuite, j'ai élargi ma question de recherche à la famille de ces personnes-là. Comment on se les représente, dans le fond? Est-ce que le stigma qui est attaché à l'anorexie va suivre ou va s'étendre à la famille? Et dans une troisième question de recherche, ça vise à savoir si la représentation qu'on a de l'anorexie est influencée par le sexe, par l'âge de la personne, par son domaine d'études, par le degré de connaissance qu'elle a de l'anorexie et par le degré de proximité qu'elle a avec l'anorexie, savoir si elle l'a vécu, elle, ou non.
Je pense que les gens maintenant savent que c'est un trouble de santé mentale qui est grave, qui est important, dont on peut se sortir avec de l'aide professionnelle. Ça, je pense que les gens connaissent de plus en plus l'anorexie parce qu'on en entend de plus en plus parler et il y a aussi, là, on fait des préventions, par exemple, dans les écoles, par exemple, pour essayer de prévenir l'anorexie. Mais l'idée, souvent, qu'on en a, je pense que c'est des gens qui, dans le fond, ont choisi d'arrêter de manger pour un peu attirer l'attention, pour exprimer une souffrance qu'ils ont, pour, bon, peut-être aussi se sentir supérieur aux autres, réussir quelque chose qui est difficile à réussir, c'est-à-dire maigrir. Pour la plupart des gens, c'est difficile d'arriver à maigrir, mais ces personnes-là réussissent à maigrir. Donc, je pense qu'on a une idée un peu, à la fois un peu péjorative de l'anorexie, mais aussi un peu envieuse, là, de dire « Ah, mon Dieu, ces gens-là, c'est des gens disciplinés, c'est des gens qui ont beaucoup de contrôle sur eux-mêmes, qui sont capables de se prendre en main. » Ce que là où plusieurs personnes réussissent pas nécessairement. Donc, je pense que c'est un peu l'image qu'on avait. En tout cas, moi, c'est l'image avec laquelle je suis partie là, pour faire ma recherche. Les gens qui ont répondu à mon questionnaire avaient entre 18 et 68 ans. Donc, c'est quand même un échantillon relativement large. Par contre, la moyenne d'âge était de 24 ans. Donc, les gens se situaient beaucoup dans la catégorie d'âge universitaire en général, là, où on retrouve le plus de monde. Donc, oui, c'est sûr que ça a probablement joué aussi sur la représentation qu'on se fait de l'anorexie, du fait que cette génération-là, en général, vont avoir une conception là, ou une attirance, disons, vers la minceur, vers les dictats là, de la beauté ou américaine, mince, athlétique et en forme. J'ai sorti 3 conclusions de mes résultats. D'abord, les gens que j'ai sondés, donc les 1000 étudiants universitaires que j'ai sondés, semblent avoir une perception relativement juste de l'anorexie, dans le sens où ils pensent que c'est une maladie qui est grave, qui est souffrante, et dont on peut difficilement se sortir seul, mais qu'on peut se sortir avec un professionnel de la santé ou un traitement adéquat. Donc, je pense qu'ils ont une représentation assez juste de l'anorexie. Cependant, il y a quand même des points de stigmatisation qui ressortent. D'abord, les répondants ont eu tendance à blâmer les gens pour l'anorexie. Donc, à les tenir responsables du fait qu'ils vivent de l'anorexie, ce qui n'est pas nécessairement juste, dans le sens où l'anorexie, ce n'est pas un choix personnel. Évidemment, c'est tellement souffrant que personne ne choisirait de vivre un trouble alimentaire. C'est vraiment un trouble de santé mentale qui ne dépend pas de la personne. Les gens ont eu tendance à penser que la personne était centrée sur elle-même, qu'elle n'était pas nécessairement consciente des torts qu'elle faisait autour d'elle et qu'elle faisait ça pour attirer l'attention. Donc ça, c'est un peu le portrait, les points de stigmatisation qui sont ressortis. Et il y a un troisième élément que je trouve intéressant aussi, une espèce de banalisation un peu en quelque sorte de l'anorexie par 2 éléments. D'abord, il y a une personne sur 2 quand même qui a pensé à plus ou moins divers degrés que l'anorexie était liée à la crise d'adolescence. Et le dernier élément que je trouve qui était intéressant aussi à ressortir, c'est le fait d'une certaine admiration du contrôle de la personne et une certaine envie de la minceur. Donc, il y a quand même un pourcentage important de gens qui, bon, c'est pas la majorité, heureusement, mais qui ont affirmé envier d'une certaine façon la minceur de cette personne-là, sachant très bien que c'est un trouble de santé mentale. Donc, il y a comme une espèce d'ambivalence qui vient un peu valoriser la personne dans son trouble alimentaire, qui fait que ça peut retarder ou en tout cas rendre sa guérison plus difficile. Alors, j'espère que mon mémoire va aider ou en tout cas contribuer à apaiser la souffrance des gens qui vivent un trouble anorexique de plusieurs façons. C'est sûr, en sachant plus un peu sur l'anorexie, mais aussi en étant plus alerte à ce que vivent ces gens-là. Comme professionnel de la santé, il y a des recherches qui démontrent qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui vont stigmatiser, ou en tout cas involontairement évidemment, mais vont stigmatiser aussi ces personnes-là. Donc,
autant dans la population que dans les milieux professionnels. J'espère que ça va contribuer d'une certaine façon à diminuer et ça va aussi donner envie à d'autres personnes de continuer à faire des recherches sur le sujet parce que c'est un sujet qui est encore peu étudié. Le philosophe britannique Alfred North Whitehead a envisagé autrement la connexion entre science et religion. Il a voulu réconcilier ces deux domaines considérés comme extrêmement opposés. En s'intéressant à ce penseur, Jonathan Durand-Folco a réinvesti une réflexion qui demeure d'une extrême actualité. Mon nom est Jonathan Durand-Folco. Je suis étudiant à la maîtrise à la faculté de philosophie à l'Université Laval. Mes recherches portent sur les relations entre la science et la religion dans la philosophie de Alfred North Whitehead. C'est un philosophe britannique né en 1861 et mort en 1947. Les ouvrages les plus connus de Whitehead sont ses Principia Mathematica qui portent sur le fondement des mathématiques. Par la suite, il s'est intéressé à des questions de science et vers la fin de sa vie à des ouvrages de métaphysique. Donc, il a créé un système de métaphysique et ces ouvrages sont restés assez méconnus au sein de la philosophie contemporaine. La pensée de Whitehead a été reprise par des théologiens américains qui se sont intéressés à différents éléments de sa philosophie, dont sa conception originale de la divinité. Et ensuite, il a influencé certains courants de la philosophie plus contemporaine. Donc, depuis une dizaine d'années, on revoit certains articles, ouvrages qui traitent de questions que Whitehead a posées autour des années 1920. Donc, son ouvrage le plus important est Process and Reality, un ouvrage assez important qui est l'objet d'une importante redécouverte depuis peu. Cet auteur, je l'ai découvert par pur hasard parce que je ne l'avais pas rencontré au sein de ma formation en philosophie et je me suis rendu compte qu'il avait une pensée assez originale qui traite de la nature de la réalité comme étant un ensemble de processus et j'ai trouvé que sa façon d'envisager le problème de la science et de la religion était extrêmement différent par rapport à la plupart des philosophes actuels qui sont plus concentrés sur des conceptions plus traditionnelles de la science, qui sont généralement assez hostiles à toute forme de spéculation. Et je trouvais que la pensée de Whitehead était plus ambitieuse. Peut-être que des fois, elle va un peu trop loin, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'original à aller chercher. J'ai choisi ce sujet de recherche parce qu'il est d'une profonde actualité. Par exemple, il y a des débats actuellement entre des scientifiques et des religieux à propos de l'origine de l'homme, de l'évolution par la sélection naturelle. Puis je trouvais que c'est une question qui vient mettre en place différentes croyances qu'on a par rapport à la science, par rapport à la religion. Et je trouvais que la philosophie de Whitehead nous permettait de sortir des sentiers battus, puis d'envisager autrement cette question qui est relativement complexe. Il y a différents rapprochements qui pourraient être faits aussi par rapport à des religieux, par exemple des moines bouddhistes, qui essaient de traiter de la nature de la conscience et qui discutent de leur expérience avec des neuropsychologues. Donc je crois qu'au-delà de la séparation qu'il peut y avoir entre la science et la religion, entre notre monde qui serait entièrement porté par la rationalité, la science et la laïcité, je crois que la religion a quelque chose à apporter, non pas uniquement au niveau de la pratique et des valeurs humaines, mais aussi au niveau de la connaissance de certains aspects de la réalité que la science a tendance à écarter. Ce qui m'a intéressé à étudier en philosophie initialement, c'est la nature des questions qu'elle pose. Elle permet de toucher à un ensemble de sujets. Et ayant une certaine curiosité intellectuelle qui me pousse à aller explorer des choses dans différents domaines, j'ai trouvé que la philosophie me permettait d'envisager beaucoup de choses en même temps et me permettait d'approfondir un niveau conceptuel beaucoup plus que des disciplines particulières. Ce qui me passionne, je dirais, c'est l'étendue et la complexité du sujet. Par exemple, j'essaie de me centrer plus spécifiquement sur la science d'un point de vue assez général, les sciences de la nature, donc qui s'intéressent à la physique ou à la chimie, et également à la religion. L'aspect qui m'intéresse le plus de la religion, c'est pas tant les institutions, les dogmes religieux, mais l'expérience religieuse qui nous permet d'envisager un autre rapport à la réalité. Donc, je crois que c'est ce qui me fascine le plus. Et ensuite, c'est la manière dont ces différents champs-là peuvent être harmonisés à travers une conception plus large que la philosophie nous permet d'approfondir. La problématique qui m'intéresse le plus au sein de ce domaine de recherche, c'est l'interconnexion
qu'il peut y avoir entre la science et la religion et la manière dont Whitehead essaie de les réconcilier à travers un système de métaphysique qui est une vision très générale de la réalité qui nous permet d'harmoniser différents champs de la connaissance. Et je crois qu'en philosophie, il faut être capable d'envisager des points de vue inverses aux nôtres, donc d'être capable de prendre différentes perspectives, différents arguments, et ça prend une certaine souplesse intellectuelle. Donc je crois que les chercheurs ne doivent pas rester dans des vases clos, ils doivent aller à des colloques, ils doivent essayer de discuter avec leurs collègues pour essayer d'enrichir leurs réflexions. Par exemple, on peut envisager le rapport entre la science et la religion comme étant en conflit l'une avec l'autre. Mais on peut aussi les envisager comme étant deux domaines de connaissances indépendants, ayant leurs propres questions, leurs méthodes propres, et aussi on peut les envisager comme étant en dialogue. Donc, moi, l'auteur que j'étudie essaie de les réconcilier dans un système de philosophie, un système de métaphysique, qui est, disons, une branche de la philosophie qui s'intéresse aux questions les plus générales à la nature de la réalité. Donc, au lieu de s'en tenir uniquement au cadre scientifique ou au cadre uniquement religieux, j'essaie d'embrasser l'approche plus philosophique pour essayer d'harmoniser les rapports que peuvent avoir la religion et la science. Une chose que je voudrais ajouter sur mon sujet de recherche est le fait qu'il faut différencier la science, ces types d'explications, de certaines généralisations qu'elle peut faire par rapport à la nature de la réalité. Par exemple, le matérialisme scientifique n'est pas une théorie proprement scientifique, mais plutôt une théorie philosophique qui s'inspire de certaines explications scientifiques et qui est ensuite généralisée à l'ensemble de la réalité. Donc, je crois qu'il est important de faire la distinction entre ce que la science fait, entre ce qu'elle veut décrire et l'étendue de la connaissance auquel elle aspire. Donc, je crois que mon sujet de recherche essaie vraiment de circonscrire les limites de la connaissance scientifique pour ensuite proposer diverses voies, différentes formes d'accès à la réalité. Je crois que la proposition de Whitehead de réconcilier la science et la religion à travers un système de métaphysique est une solution très intéressante qui mérite d'être approfondie, mais je crois qu'il faudra avoir suffisamment d'arguments pour être capable d'avancer certaines thèses qu'il propose. La contribution immédiate que mon projet de recherche pourrait avoir est la réhabilitation de la pensée de Whitehead dans la philosophie contemporaine, car c'est un philosophe assez méconnu. Je crois par exemple que son approche comporte certaines limites, car son système de métaphysique est assez spéculatif. Je crois que la philosophie analytique contemporaine pourrait amener des formes d'arguments qui pourraient préciser certaines intuitions qu'il a développées, et je crois que la confrontation de sa pensée à travers d'autres penseurs qui existent encore de nos jours pourrait amener des nouvelles formes de réflexion qui sont encore plus riches et intéressantes. Nancy Couture a réuni un vaste corpus de courriers du cœur rédigés entre 1929 et 2000. Elle les considère comme étant révélateurs des transformations de la norme sociale au Québec. Dans sa démarche, la chercheuse se pose une autre question fondamentale, à savoir, à l'ère des médias sociaux, qu'est-ce qui explique la pérennité du courrier du cœur? Mon nom est Nancy Couture. Je suis étudiante au doctorat en sociologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Mon projet porte sur les courriers du cœur comme révélateurs des transformations normatives entre 1929 et 2000. Je me suis intéressée à ce sujet parce que les changements sociaux, notamment pour faire des études en sociologie évidemment, je trouvais que les changements sociaux, pour arriver aujourd'hui en 2000, l'écart, toute la société québécoise, toute la grande mutation qui s'est passée, l'évolution québécoise, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser. Je pense qu'il doit y avoir une richesse énorme dans les récits individuels que sont les courriers du cœur. C'est qu'en fait, lors de la réalisation de ma maîtrise, je suivais un cours de théorie de communication. Et puis là, le professeur expliquait les théories, entre autres, puis une, entre autres, qui est de la sélection de l'information. Et puis là, je suis assise dans le cours, les oreilles comme ça, puis là, je me dis... Ah! Je dis, mon Dieu, Jeannette Bertrand, elle doit-tu en avoir sélectionné, elle, pas de l'information, mais des problèmes sociaux, là? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis à parler, des cas, des grossesses illégitimes, même l'homosexualité et tout ça? Je dis, ah, mon Dieu, Jeannette Bertrand. Alors, le professeur, je lève la main et puis je demande au professeur, je dis, hey, mais je dis, Jeannette Bertrand, c'est à étudier ça, hein? Qu'est-ce qu'il peut dans ça? Fait que là, il part à rire, il me répond, il dit, c'est un autre paradigme. Je savais même pas ce que ça voulait dire encore à l'époque, un paradigme. Alors, fait que là, c'était ma première idée.
Le deuxième élément déclencheur a été la lecture d'un ouvrage en sociologie, un grand classique en sociologie, qui est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Et puis là, lorsque j'ai lu ce livre-là, c'était très révélateur pour moi. Je me suis dit, ah, mon Dieu, si Max Weber est capable de faire la corrélation entre les valeurs du protestantisme et le développement du capitalisme, pourquoi, avec mes courriers du cœur, je ne ferais pas une corrélation à savoir que le courrier du cœur a remplacé la confession chrétienne. C'était ma première hypothèse que j'ai amorcée avant de faire la revue de littérature qui s'impose avant de choisir définitivement mon sujet qui était les courriers du cœur. Ce qui me fascine, c'est de savoir encore comment ça se fait qu'aujourd'hui, un courrier du cœur perdure avec les réseaux sociaux que l'on a et toutes les autres plateformes technologiques qu'il y a, mais qu'on a encore une place. Qu'est-ce qui fait qu'une personne écrit à une Louise Deschâtelet, une Solange Harvey, une Jeannette Bertrand, qui n'ont pas de formation nécessairement, ce sont des femmes publiques, ce ne sont pas des femmes professionnelles en psychologie ou autre. Qu'est-ce qui fait? Ça m'a toujours fascinée. Je me disais, bon, ben, qu'est-ce qui pousse quelqu'un, justement? Et puis, à partir de ce questionnement-là, ben, c'est ce qui a donné raison d'être que j'étudie les courriers du cœur. Les instruments dont j'ai besoin pour l'analyse de mes courriers du cœur, c'est entre autres les microfiches, qui sont les journaux à partir de 1967 jusqu'à 2000. Mais avant 1967, je travaille sur une base de données numérisée de la Bibliothèque nationale des Archives nationales du Québec. Et puis, c'est un hebdomadaire. Les courriers du cœur ont commencé ici à la fin du 19e siècle. Mon Dieu, je pense qu'un des premiers courriers du cœur, c'était 1898. Et puis, par la suite, en 1900, comme dans le courrier de Le Petit Journal que moi j'analyse, ils ont commencé en avril 1929. Dans les années 60, entre autres, le courrier du cœur était très visible, je dirais, dans la plupart des quotidiens. Mon corpus est composé de 1200 chroniques. Et puis, à l'intérieur de chaque chronique, il y a entre 3 et 10 questions. Au début, il y avait plus de 10 questions même qu'au fil du temps, comme aujourd'hui, si on constate dans le journal, il y a à peu près 2-3 questions qui sont posées à la courriériste. Alors, ça fait beaucoup de discours. Les courriers du cœur, je me sers des courriers du cœur pour dégager, finalement, les transformations normatives de la société québécoise de plus sur 70 ans. Plus particulièrement, ce qui m'intéresse à l'intérieur de ces discours-là, parce que j'appréhende chaque courrier du cœur comme un discours de soi, ce qui m'intéresse, c'est de dégager les transformations de la norme sociale dans leur rapport. Ça peut être dans leur rapport à la sexualité, ça peut être dans leur rapport même à la mode, entre autres. J'ai écrit un truc sur la mode. C'est toutes les transformations normatives qui se sont passées. Et puis, comment on a questionné, justement, les acteurs sociaux, comment ont questionné cette norme sociale. Si je prends par exemple le cas des grossesses illégitimes, on voit dans les années 50, les femmes, les jeunes filles, entre autres, questionnent beaucoup. Le pire est arrivé, elles sont tombées enceintes. Au fil du temps, dans les années 50, 60, il y a une très grande souffrance. J'insiste là-dessus, il y a une très grande souffrance parce qu'elles peuvent pas garder le bébé. Elles doivent le remettre, aller le porter à la crèche ou autre. Alors, elles questionnent beaucoup. Graduellement, dans le courrier, on voit les 50, 60, jusque dans les années 70, au début des années 70. Elles questionnent l'irresponsabilité masculine, justement, et le fait de ne pas pouvoir être mère si elles ne sont pas mariées. C'est ce qui pose vraiment problème. Et puis là, on voit graduellement que la norme change. Ma problématique est très simple. En fait, je pars du fait que qu'est-ce qui pose problème à une personne pour qu'elle écrive au courrier du cœur? Qu'est-ce qui fait qu'elle écrit? Qu'elle va demander à Jeannette Bertrand ou à Solange Harvey, j'ai un problème de cœur et puis j'ai besoin qu'on m'aide. C'est à partir de ça, mon cadre théorique, il est ficelé autour de ça. On se met en discours pourquoi? On se met en discours pour faire sens et donner une cohérence aux éléments de notre vie. Et puis quand on est tiraillé par quelque soit une préoccupation, puis on n'a pas la réponse, bien on se met en discours évidemment, puis on pose une question. C'est tout simplement ça. Le courrier du cœur est plus qu'un reflet des changements sociaux. C'est le projet, c'est l'intention, c'est les acteurs sociaux qui se sont mis en discours, qui ont questionné les normes qui étaient figées dans une culture catholique, entre autres. Et puis, on a questionné, et puis là, on voit apparaître dans le questionnement la plupart des grands changements sociaux qui se sont produits ici au Québec. Les idées préconçues, quand on étudie les courriers du cœur,
je dirais, repose beaucoup que c'est une littérature populaire. Le fait que ça soit une littérature populaire, souvent on donne moins d'importance sur le plan scientifique, je dirais. La contribution de mon étude sur les courriers du cœur apporte une légitimité à cette littérature populaire, à cette littérature, je dirais, à ces échanges entre personnes qui sont médiatisés, qui sont dans l'espace public. Les résultats auxquels j'arrive avec la terminaison justement de mon doctorat, c'est que j'ai été capable de dégager le parcours des transformations normatives. C'est qu'en fait, j'appréhende chaque courrier du cœur comme des discours de soi. Okay? Je considère mon corpus comme une écriture du moi, des écritures intimes. Et puis, chaque courrier est un récit individuel qui apporte un sens et une cohérence à la personne, donc qui participe à la construction de son identité personnelle. Et puis ce questionnement-là questionne un rapport qui apporte justement des transformations à la norme sociale. J'apporte des nuances à des trames historiques de transformation, de la mutation de la société. J'apporte des petites nuances, justement, qui viennent directement du discours. Parce qu'en fait, ce sont tous des petits discours individuels qui font un récit collectif. Revoyez les 3 entrevues diffusées cette semaine ou découvrez les autres entrevues sur ulaval.tv. Prochainement, il sera question d'entrepreneuriat au primaire et au secondaire et d'obésité. Merci, au revoir.